Donc, dans cette section-ci, on a pour but de présenter un tableau ou un graphique. Là, ce qu'on va dire ici, ça s'appliquera aussi au graphique. Et on va regarder ce qui se passe dans le titre du tableau, dans les colonnes du tableau, au pied du tableau et en dessous de notre tableau. Même chose pour les graphiques. On va voir l'analogie avec tout ça. Donc, on commence par le titre du tableau. Le titre du tableau, c'est la première fois qu'on va donner, le premier contact qu'on va avoir avec notre lecteur par rapport à ce qu'on est en train de lui exposer. Donc, on veut lui donner une phrase claire et précise qui lui donne toute l'information nécessaire pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le tableau. Cette phrase-là inclut un mot-clé. On veut indiquer, si on parle de nombres, on va indiquer que c'est des nombres. Si on parle de pourcentage, on indique que c'est des pourcentages. On va voir aussi dans les séries chronologiques, éventuellement dans le chapitre 4, qu'on peut parler d'évolution, on peut parler de moyenne, on peut parler de n'importe quoi. En réalité, on veut indiquer qu'est-ce qu'on est en train de présenter à notre lecteur. Ensuite de ça, on doit le mettre en contexte. Donc, on lui indique quelle est la population qui est visée, quelle est la variable qui est étudiée, et si on a les informations, on les indique pour le lieu de l'étude et le moment de l'étude. Vous voyez qu'il y a une étoile au lieu et au moment. Ça, c'est si on les a. Si on n'a pas le lieu ou le moment, c'est pas grave, on n'a pas besoin de les indiquer. Dans l'exemple qui est à côté, je vous ai donné deux exemples, un par-dessus l'autre. Je suis désolé pour le tableau qui est en bas, je pensais honnêtement avoir suffisamment de place, mais ça a l'air que non. Donc, je suis désolé, c'est un petit peu en tas, mais vous êtes capable de voir avec le premier de toute façon. Donc, on voit ici les deux titres que j'ai créés pour cet exemple-là. Dans le premier cas, on indique qu'on parle du nombre d'étudiants du cégep selon leur cours complémentaire en 2020. Dans ce cas-ci, notre mot-clé, c'est le nombre. Notre population, c'est les étudiants du cégep. Et là, ici, j'ai été très vague. Hein? Ça pourrait être les étudiants du cégep de Drummondville, de Saint-Hyacinthe, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Granby, de n'importe où. C'est juste parce que je voulais être plus lousse dans mon exemple. Et à la suite, on indique qu'on va organiser notre tableau selon leur cours complémentaire. Dans ce cas-ci, cours complémentaire, ce sera la variable qu'on est en train d'étudier. Et on termine ça avec 2020 parce que on est en 2020, hein, donc c'est pour ça que j'ai inscrit qu'on était en 2020 dans notre tableau aussi. Maintenant, on a construit un titre, on se prépare à construire un tableau. Ce tableau-là va être structuré par des colonnes et des lignes. On veut voir qu'est-ce qui se passe particulièrement dans nos colonnes. On va voir plus en détail qu'est-ce qui se passe dans les lignes un peu plus tard, lorsqu'on va présenter nos variables. Donc, on commence par les colonnes. Qu'est-ce qui se passe dans ces colonnes-là? Premièrement, la première colonne, en statistique, elle est obligatoirement dédiée à la variable étudiée. Donc, le titre de votre première colonne, c'est toujours la variable que vous êtes en train d'étudier. Les autres colonnes, on va les utiliser pour indiquer les statistiques qu'on est en train de calculer, les statistiques qu'on est en train d'utiliser dans notre étude. Si on revenait à notre exemple de tantôt, le cours complémentaire, c'est la variable étudiée. Donc, ma première colonne est titrée avec cours complémentaire. Ensuite de ça, on va voir plus tard que ce qui est en dessous, ce sont les modalités du cours complémentaire, donc les trois choix de réponse qu'on avait donnés à nos étudiants. Et on voit que notre deuxième colonne, nombre d'étudiants, ça représente la statistique, la fréquence absolue dans ce cas-ci qu'on est en train d'utiliser sur les étudiants pour voir comment est-ce qu'on peut traiter la situation. Donc dans ce cas-ci, par exemple, cours complémentaire, on a espagnol, anthropologie ou autre. Et les étudiants qui sont associés au cours d'espagnol, il y en a 13. Pour anthropologie, il y en a 26. Et pour les autres cours, il y en a 11. Dans ce cas-ci, on a un total de 50 étudiants qui ont été sondés pour cette étude-ci. Et on va voir qu'avec ces informations-là, on peut aller construire le tableau du pourcentage. Pour l'instant, on va revenir sur quelque chose que j'ai mentionné, le total qui est ici. Est-ce que c'est important qu'il soit là dans un tableau? Oui, surtout un tableau de fréquence simple, un fréquence croisée, on va l'avoir aussi, on va même en avoir deux dans ce cas-ci, mais ici c'est super important, au pied du tableau, on indique toujours le total. Pourquoi est-ce qu'on indique le total en bas du tableau? Tout simplement pour faciliter la lecture de notre lecteur. Si on a déjà la taille de l'échantillon directement en bas de notre tableau, on a une meilleure idée de la statistique qu'on est en train d'étudier. On peut ensuite, en bas de notre tableau, si on a utilisé un tableau qui venait d'ailleurs, ajouter
la source de ce tableau-là. Ça ici, ça sort de ma tête, donc il n'y a pas besoin d'avoir une source, mais si je vais chercher, par exemple, des données sur un site web, je peux ajouter la source en dessous de mon tableau pour indiquer d'où est-ce que ça vient, toute cette information-là. Ceci étant dit, ça nous donne une meilleure idée de comment est-ce qu'on va présenter nos tableaux. Et la forme qu'on a utilisée ici, c'est une forme qui va toujours revenir. Vous allez le voir dans les exemples prochains lorsqu'on va parler des autres sections. Nos tableaux vont suivre ce modèle-là, presque collé là, directement dessus. Ça va être très 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 similaire, voire même identique dans certains cas. Ceci étant dit, il y a une dernière chose que je veux vous montrer, c'est que là, on a parlé avec le nombre. Je n'ai pas beaucoup parlé du deuxième tableau parce qu'il est vraiment plus petit finalement. Mais le deuxième tableau, c'est la même chose avec des pourcentages. C'est possible de le faire aussi avec les fréquences relatives. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est transformer mes chiffres en pourcentage. J'ai ramené mes valeurs ici, mes fréquences absolues sur le total pour avoir ça en pourcentage. Et j'ai gardé 2 chiffres après la virgule, comme on a mentionné dans la section 2.1. Passons maintenant à la section 2.2.2 où on va parler maintenant des commentaires. On a vu comment présenter notre tableau et notre graphique. On est capable maintenant de faire un bon titre, de faire des bons titres de colonnes, de faire des bonnes informations dans notre tableau ou dans notre graphique. Maintenant, il va falloir qu'on puisse faire des beaux commentaires. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ici? Bien, en plus de nos normes de présentation, il va falloir être capable d'analyser de façon rigoureuse l'information que donnent nos tableaux et nos graphiques. On va faire ça à l'aide de commentaires, et ces commentaires-là vont avoir comme objectif de transmettre une raison. Cette raison-là, c'est celle qui nous permet de présenter notre tableau ou notre graphique. En d'autres termes, mon commentaire, je dois le lire, puis à la fin de ce commentaire-là, je dois être capable de dire pourquoi est-ce que la personne m'a présenté un tableau, pourquoi est-ce que la personne m'a présenté un graphique. Autrement dit, si une fois que j'ai lu mon commentaire, je me demande encore pourquoi il y a un tableau en particulier dans l'étude que je suis en train de lire, ça veut dire que le commentaire, il a servi à rien puis qu'il a été un petit peu mal fait. Ici, un peu comme quand on construisait notre titre de tableau ou de graphique, il va falloir évidemment contextualiser notre lecture de commentaires. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il va falloir encore indiquer quelle variable on étudie, quelle est la population qu'on étudie, et encore une fois, de quelle époque sortent ces données-là. Parce que si on sort des données des années 1950, ça se peut que ce soit un petit peu bizarre par rapport aux années 2020-2021 maintenant, cette année. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit mettre dans nos commentaires pour que ça respecte les normes qu'on vient de se donner? C'est ce qu'on va faire dans un instant. J'indique qu'est-ce qu'on va donner dans un commentaire pour des fréquences simples, pour des fréquences croisées, et ensuite de ça, je vous donne un petit topo de qu'est-ce que vous ne devez absolument pas faire dans vos commentaires, qu'est-ce qui est un mauvais commentaire finalement. Regardons donc ce que ça nous prend lorsqu'on parle de fréquences simples. Là, ici, on parle donc d'une seule série statistique. Lorsqu'on parlera des fréquences croisées, on va croiser 2 variables ensemble. Mais pour l'instant, on y va seulement avec les fréquences simples. Donc ici, dans notre commentaire sur des fréquences simples, ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qui sort le plus de notre série donnée, qu'est-ce qui sort le plus dans notre tableau. En d'autres termes, on veut établir la modalité qui est la plus ou la moins fréquente dans ce cas-ci. Donc, ce qu'on va voir qui s'appelle le mode lorsqu'on sera dans le chapitre 3. On veut aussi savoir, est-ce que ce mode-là, ou est-ce que cette modalité la plus fréquente-là, elle est unique? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a plusieurs modalités qui sont autant fréquentes les unes que les autres? Par exemple, 2 réponses sortent autant souvent les unes que les autres, ben ça, on veut l'indiquer dans notre commentaire pour que ce soit clair qu'on a une égalité là, de popularité entre deux modalités. Finalement, on veut voir aussi, est-ce que notre variation est importante entre nos modalités? Donc, est-ce qu'on a à peu près toutes les réponses égales ou est-ce qu'on a une réponse qui est vraiment beaucoup plus populaire que les autres? Donc, est-ce qu'on a un mode distingué dans ce cas-ci, dans nos fréquences simples? On pourrait aller donner toutes sortes d'autres informations, mais pour l'instant, ce sera ce qui nous intéresse dans nos commentaires. On voit ici là, que j'essaie de ne pas simplement décrire mon tableau ou décrire mon graphique. Je veux aller chercher des informations qui ne sont pas nécessairement évidentes dans ce tableau-là ou dans notre graphique. On va chercher finalement une analyse plus rigoureuse de ce qu'on est en train de faire. On se déplace maintenant dans les fréquences croisées. Et ici, avant de donner des cues, de se donner des indices de qu'est-ce qui va être un bon commentaire, on se rappelle c'est quoi le but du commentaire pour nos fréquences croisées. Lorsqu'on travaille avec un tableau avec des fréquences croisées, normalement, là, on est en train d'essayer d'établir un lien entre nos 2 variables. Donc, dans ce cas-ci, notre commentaire va aller dans le même sens. On veut établir un lien qu'il y a entre les 2 variables qui sont étudiées dans notre tableau de fréquences croisées.
Donc pour faire ça, on peut aller chercher quelques informations sur le comportement de nos deux variables. En particulier, on peut aller vérifier est-ce que les deux variables augmentent en même temps. Donc supposons qu'on est en train d'étudier le nombre d'heures travaillées et le salaire d'une personne ou l'argent qu'une personne gagne. Mais à ce moment-là, plus on travaille, plus on a d'argent. Donc les deux augmentent en même temps et moins je travaille, moins j'ai d'argent. Encore une fois, les deux augmentent ou diminuent là, dans le même sens. On a donc ici un lien potentiel entre nos deux variables. On pourrait se demander aussi, est-ce que c'est le contraire? Donc, supposons que plutôt que d'étudier le salaire et le temps travaillé, j'étudie plutôt combien de temps je magasine versus combien d'argent il reste dans mon compte. Ben là, plus je magasine longtemps, moins il reste d'argent dans mon compte et vice-versa. Donc, on peut encore voir ici qu'il y a un lien entre nos deux variables. Donc, est-ce que c'est le contraire? Est-ce que nos variables augmentent dans des sens contraires? Ça peut nous indiquer des informations supplémentaires de notre tableau ou notre graphique. Ensuite de ça, on a deux variables, on a deux modalités, on a des modalités dans les deux variables. On veut voir ici, est-ce que les modalités les plus ou les moins fréquentes sont les mêmes dans nos deux distributions? C'est-à-dire que si, par exemple, dans les 15 à 25 ans, l'activité préférée des jeunes est la même chose que pour les 25 à 35 ans, ici on veut le mentionner. Si c'est pas le cas, on n'a pas vraiment d'informations à donner dans ce cas-ci, donc on va aller voir est-ce que c'est les mêmes fréquences, les mêmes modalités plutôt qui sont autant fréquentes dans les deux variables ici, pour voir est-ce qu'il y a un lien avec cette variable-là. Peut-être que l'activité favorite des 15 à 25 ans, c'est une activité qui est juste normalement favorite chez tout le monde dans la population. Ensuite, dernier point qu'on se donne, on veut voir si une modalité apparaît aussi souvent d'un côté que de l'autre. Donc, est-ce qu'on remarque qu'une certaine modalité de la variable est plus importante dans une des distributions que dans l'autre, ou est-ce que c'est exactement la même chose? Ça pourrait nous indiquer notamment que si on a une des modalités qui revient aussi souvent dans les deux populations, ben peut-être que cette modalité-là, elle est vraiment indépendante de la population qu'on est en train d'étudier. Donc, on va aller voir est-ce que c'est aussi fréquent d'un côté ou de l'autre. Évidemment, il y a d'autres informations qu'on peut donner sur des fréquences croisées, encore une fois, on pourrait aller chercher des statistiques plus avancées, mais on n'est pas rendu là, donc on s'en tient à ces informations aussi pour le moment. Maintenant, on veut voir qu'est-ce que je veux que vous évitiez lorsque vous êtes en train d'écrire un commentaire. Qu'est-ce qui va vous faire perdre des points, qu'est-ce qui sert à rien comme commentaire finalement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter? Ben, c'est assez simple, je vous ai donné 3 points là, ici qui vont vous indiquer à peu près où est-ce que vous ne devez pas aller dans votre commentaire. Notamment, je veux que vous évitiez de ne pas mentionner votre variable. C'est-à-dire que si vous êtes en train de décrire qu'est-ce qui se passe dans votre tableau et que vous ne mentionnez même pas de quelle variable vous êtes en train de parler, ça ici, c'est un commentaire qui sert à rien. On pourrait l'associer à n'importe quoi d'autre que votre travail, donc il faut faire attention, il faut mentionner votre variable. Un exemple typique, ce serait avec un diagramme à bandes, dire que la deuxième bande est plus haute que la première. Maintenant, ces bandes-là, qu'est-ce que ça représente? De quelle variable est-ce que je parle ici? J'en ai aucune idée, donc ce commentaire-là, mais pas super utile, ça c'est même une information que je suis capable de voir directement avec mes yeux. J'ai pas besoin qu'on me l'indique dans un commentaire. Ensuite de ça, une autre chose à éviter, évitez de commenter en pourcentage alors que vous travaillez en fréquence absolue. Si vous êtes en train de travailler avec des chiffres et que vous me donnez des pourcentages dans votre commentaire, je vais être perdu. Je ne comprendrai pas qu'est-ce que vous voulez me dire. Et ici, je vais faire exprès de ne pas comprendre ce que vous voulez me dire. Faites attention à ne pas faire l'inverse non plus. Si vous travaillez en pourcentage et que vous me donnez des fréquences absolues, vous me donnez des chiffres, encore une fois, ça ici, ça ne fonctionne pas très bien. On essaie de garder une certaine consistance entre ce qu'on présente comme données et ce qu'on donne comme commentaire, comme analyse. On veut avoir les mêmes types de fréquences dans les deux. Finalement, je veux que vous remarquiez que c'est à éviter de faire une lecture simple de votre tableau ou de votre graphique. C'est-à-dire que si vous voyez une information dans votre tableau, par exemple que le Canada est associé à une fréquence absolue de 2, je veux pas avoir comme information, on voit que 2 personnes ont choisi le Canada. Ça veut rien dire pour moi, je suis capable de le voir directement avec mes yeux aussi. Je veux avoir une interprétation de ce 2-là, une interprétation analytique là, de ce que vous avez comme information. Je veux pas seulement une lecture, la lecture ça sert à rien dans ce cas-ci, je suis capable de le faire moi-même ça ici. Donc on veut vraiment que le commentaire apporte quelque chose à votre analyse, on veut vraiment que le commentaire nous donne des informations supplémentaires. Donc, la morale, c'est qu'on évite de faire une lecture simple de notre tableau ou de notre graphique et qu'on va aller chercher des informations qui sont
entre les lignes dans notre tableau ou dans notre graphique. On va aller analyser un petit peu, aller interpréter nos résultats déjà un petit peu dans notre commentaire. Ceci étant dit, ça fait le tour de la section 2.2.2, donc ça fait le tour de la section 2.2. On va pouvoir passer maintenant à la section 2.3, où on va parler ensemble du traitement de fréquences simples pour les variables qualitatives. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 2.3.